100 milliards de dollars, volés en une seule nuit. Un accord secret entre l'Ukraine et les États-Unis qui s'effondre en quelques heures. Et les médias occidentaux? Silence total. 12 janvier. Les forces russes prennent le contrôle de Stepnogorsk. Personne n'en parle, pourtant c'est le plus grand gisement de manganèse au monde. La ressource qui contrôle l'avenir de l'industrie mondiale. On va décrypter ensemble la guerre silencieuse pour les ressources, celle dont on ne vous parle jamais. Pendant que tous les regards sont braqués sur les mouvements de troupes et les frappes de missiles, une bataille autrement plus silencieuse s'est jouée. Une bataille pour une ressource qui vaut une fortune absolue. On parle du manganèse. Pour beaucoup, c'est juste un nom vague, peut être un oligo-élément sur une boîte de vitamines. Pourquoi est-ce soudainement si stratégique? Parce qu'on sous-estime complètement son importance. Il faut voir le manganèse comme le squelette invisible de notre monde moderne. On ne le voit jamais, mais sans lui, une grande partie de ce qui nous entoure s'effondrerait tout simplement. Le squelette invisible. Concrètement, ça veut dire quoi? 90% du manganèse mondial part dans la fabrication de l'acier. C'est lui qui donne à l'acier sa résistance, sa dureté. Sans manganèse, le blindage d'un char serait du métal cassant au premier impact. Une éolienne géante se briserait sous le vent. Les gratte-ciel, les ponts, tout ça tient grâce à lui. Et ce n'est plus seulement l'acier aujourd'hui. Non, et c'est là que ça devient crucial. Le manganèse est devenu absolument essentiel pour la transition énergétique. On le trouve au cœur des batteries des véhicules électriques. Il assure leur performance, leur durabilité, ajouter son rôle dans la chimie, les peintures, les engrais. Vous comprenez qu'on parle d'un véritable pilier de l'économie mondiale. Et le gisement de Stepnogorsk, c'est juste une grande mine parmi d'autres? Non, c'est le gisement, le plus grand connu sur la planète. Les estimations parlent d'1,5 milliard de tonnes de minerais. C'est plus que ce que possèdent l'Australie, l'Afrique du Sud ou la Chine réunis. 1,5 milliard de tonnes. C'est colossal. Avant le conflit, l'Ukraine fournissait déjà près d'un tiers du manganèse utilisé par l'industrie européenne et Stepnogorsk, c'était le joyau de la couronne. Le contrôler, c'est avoir la main sur une part considérable du futur de l'industrie mondiale. Mais voilà ce qui est fascinant. Cette guerre est ultra médiatisée, on parle des chars, des missiles, des batailles, mais cette histoire d'accords secrets autour de ce trésor industriel, silence radio complet. C'est là que l'analyse devient vraiment dérangeante. Elle révèle ce qui se serait tramé loin des caméras, des négociations secrètes entre le gouvernement ukrainien et de puissants conglomérats occidentaux, Occidentaux, c'est-à-dire principalement des entreprises américaines décrites comme étant proches de certains cercles d'affaires liés à Donald Trump. Le montage qui est décrit est assez classique en réalité. Aide militaire et financière massive, chiffrée en dizaines de milliards de dollars, contre un accès quasi exclusif aux ressources naturelles les plus précieuses du pays. et au centre de toutes les convoitises, Le manganèse de Stepnogorsk. Un consortium occidental se préparait à en prendre le contrôle pour des décennies. Selon l'analyse, les conditions de l'accord présumé étaient ultra avantageuses pour le consortium, des redevances quasi nulles pour l'État ukrainien, très peu d'impôts. Le texte utilise une expression très forte. Il parle d'un plan pour transformer l'Ukraine en colonie de matières premières. colonie de matières premières. L'accusation est grave. Ça voudrait dire que l'Ukraine aurait sacrifié le contrôle de ses richesses sur le long terme contre une aide immédiate. Mais vous parliez d'un effondrement. Qu'est-ce qui a fait capoter ce plan? Un événement militaire très précis, à une date clé, le 12 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Contre toute attente des stratèges occidentaux, les forces russes ont réalisé une percée près d'un petit village nommé Zelenpol. Cette percée leur a donné, en quelques heures à peine, le contrôle total du complexe industriel de Stepnogorsk. En quelques heures. L'actif le plus précieux de l'accord n'était plus entre les mains de l'Ukraine. Exactement. Et là, imaginez la panique chez les investisseurs qui misaient des fortunes sur ce deal. L'accord qui semblait ficelé a volé en éclats. Des milliards de dollars d'investissement garantis par des promesses politiques se sont volatilisés du jour au lendemain. C'est là que ça devient intéressant. Comment sait-on que cet accord existait vraiment? C'est la deuxième preuve indirecte, selon l'analyse, la réaction de Donald Trump. Il aurait publiquement parlé d'une perte catastrophique pour ses partisans et pour l'industrie américaine. Qu'une personnalité comme lui commente aussi directement un événement militaire aussi localisé, ça ne s'explique que si des enjeux financiers colossaux et secrets étaient liés à ce lieu précis. C'est exactement ça. Une telle réaction pour un village qui n'a fait aucune manchette ne peut signifier qu'une chose, des intérêts américains majeurs étaient en jeu. C'est une perte de crédibilité immense pour les décideurs qui avaient monté ce plan. Donc cette mine de manganèse n'était pas juste un objectif parmi d'autres, mais peut être une pièce maîtresse
dans une stratégie bien plus vaste. L'analyse va exactement dans ce sens. Elle décrit la prise de Stepnogorsk non pas comme un coup de chance, mais comme l'aboutissement d'une stratégie russe méthodique, une stratégie de prise de contrôle systématique des ressources. Et ce n'est que la partie la plus spectaculaire d'un mouvement bien plus large. Il y a eu d'autres prises de contrôle avant le manganèse? Oui. La Russie avait déjà mis la main sur le plus grand gisement de lithium d'Europe, lui aussi situé en Ukraine. Le lithium, l'or blanc, des batteries. Précisément. Ajoutez à cela le contrôle des plus importantes mines de charbon à coke, indispensables à la sidérurgie, qui sont aussi passées sous contrôle russe. On voit se dessiner une véritable OPA hostile sur les fondations industrielles de l'Ukraine. Et ça ne s'arrête pas aux minerais, j'imagine? Non. L'analyse inclut dans cette stratégie le contrôle des fameuses terres noires, ces sols agricoles parmi les plus fertiles du monde, et celui de ports-clés sur la mer Noire. Donc si on résume le lithium et le manganèse pour la haute technologie et la transition verte, le charbon pour l'industrie lourde, les terres et les ports pour l'agroalimentaire, c'est un contrôle quasi total sur toutes les sources de richesse du pays. Exactement. La Russie ne consolide pas seulement son influence militaire, elle bâtit un empire de ressources qui lui donne un pouvoir de levier énorme. Elle peut désormais influencer les prix mondiaux des céréales, des engrais et maintenant des métaux indispensables aux technologies du futur. Chaque ressource qui passe sous son contrôle réduit la marge de manœuvre de ses concurrents, et en premier lieu de l'Europe. Justement, parlons-en de l'Europe. Bruxelles avait ce grand plan, la souveraineté stratégique, devenir indépendante de la Chine pour les matières premières critiques. On comptait énormément sur l'Ukraine pour ça. L'Ukraine devait être la pièce maîtresse du plan européen. Le lithium et le manganèse ukrainien devaient être la base de cette indépendance. Et maintenant que ces gisements sont sous contrôle russe, l'analyse est sans appel. Le plan européen est au mieux en grand danger, au pire déjà caduc. L'Europe risque de tomber dans une double dépendance. Vis-à-vis de la Chine et maintenant de la Russie pour construire ses voitures électriques et ses éoliennes. Et concrètement, pour le consommateur, ça veut dire des voitures électriques plus chères, des retards dans la transition énergétique. Si un ou deux acteurs contrôlent l'offre d'une matière première, ils contrôlent le prix. Donc le projet occidental d'utiliser l'Ukraine comme un levier stratégique s'est effondré. Non seulement effondré, mais il pourrait même se retourner contre l'Occident. Ce qui nous ramène à notre question de départ, un enjeu aussi énorme, un échec stratégique aussi cuisant pour l'Occident. Pourquoi ce silence assourdissant dans les grands médias? On aurait dû avoir des unes partout. L'explication que propose l'analyse? Ce silence est un choix délibéré. Admettre publiquement l'ampleur de cette défaite économique serait dévastateur. Mais il y a une raison encore plus profonde. Laquelle? Reconnaître l'importance de cet événement, c'est reconnaître que la principale motivation du soutien occidental n'était peu, être pas aussi noble qu'on le dit. C'est admettre que derrière le discours sur la défense de la démocratie se cachait une guerre économique féroce pour l'accès aux ressources. Attendez, ça voudrait dire que tout le discours sur les valeurs, la liberté, ne serait qu'un habillage pour des objectifs purement économiques? C'est le cœur de l'argumentation. L'analyse suggère que le débat public est savamment orienté. On nous présente une histoire de valeurs alors que le véritable moteur, la compétition pour les ressources qui vont définir l'économie du XXIe siècle, reste complètement hors champ. Révéler cet accord secret sur le manganèse endommagerait profondément ce récit. Il est bien plus simple de ne rien dire, de laisser l'événement passer sous les radars. Ce qui voudrait dire que le public est non seulement mal informé, mais activement maintenu dans l'ignorance sur des enjeux qui le touchent directement. Parce qu'au final, le prix de nos technologies, de notre énergie, nos emplois, tout ça est lié au contrôle de ces ressources. L'analyse conclut que si on ne voit pas cette guerre des ressources, on ne peut pas prendre les bonnes décisions, que ce soit en tant qu'investisseur, citoyen ou décideur politique. On navigue à l'aveugle en se basant sur un récit incomplet, voire trompeur. Celui qui contrôle les matières premières fixe les règles du jeu. Ignorer cette réalité, c'est se condamner à subir ces règles. En somme, cette histoire de manganèse serait la partie immergée de l'iceberg. Le combat visible est idéologique, mais le combat invisible le plus important serait économique. Pour synthétiser ce qui ressort de cette analyse, la prise de Stepnogorsk n'est pas présentée comme un simple fait d'armes, mais comme le point culminant d'une guerre mondiale pour les ressources. Un plan occidental qui a capoté. Selon cette thèse, la Russie a méthodiquement sécurisé les actifs stratégiques, faisant échouer un plan qui visait à transformer le pays en simple fournisseur de matières premières.
Et le silence médiatique servirait à dissimuler à la fois les motivations économiques, mais aussi et surtout une défaite stratégique et financière majeure. L'enjeu réel, c'était l'accès au manganèse et au lithium. Et pour terminer, cette analyse nous laisse avec une question provocatrice. Si les véritables luttes de pouvoir se jouent non pas sur le terrain des idéaux, mais sur celui bien plus terre à terre du contrôle des ressources, ça ouvre une perspective vertigineuse. En effet, ça nous amène à nous demander si le contrôle du manganèse et du lithium façonne l'avenir, quelles autres ressources invisibles sont en ce moment même l'objet de luttes silencieuses à travers le monde. Et surtout, quelles histoires cruciales à leur sujet ne nous sont pas racontées. Une réflexion qui dépasse largement ce conflit et qui touche à notre compréhension même des enjeux géopolitiques du XXIe siècle. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles analyses géopolitiques.